Le TDAH, 5% des enfants. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme avec des intensités variables, mais on verra que c'est quand même. En France, il y a 12 millions d'enfants à peu près aujourd'hui, et il y en a 500 000 qui ont, si on calcule, hein, il y a à peu près 500 000 enfants qui sont porteurs entre 0 à 15 ans, c'est les chiffres actuels, 2024. 10 millions d'enfants, 500 000 à peu près aujourd'hui, à la louche, hein, ils sont concernés par un trouble de l'attention avec des intensités plus ou moins importantes. 500 000 enfants, ça fait 1 million de parents. Et 1 million de parents, ça fait 2 millions de grands-parents. Et oui, parce que le TDAH, c'est un effet d'agile, hein. C'est un peu comme le comportement tyrannique. Le comportement tyrannique, c'est un peu particulier. Mais ça peut ne pas toucher les grands-parents. Parfois, ils sont sages, et l'autre n'est pas chez les grands-parents. C'est pour ça qu'il va dire à sa belle-fille que c'est sa faute. Donc 2 millions de grands-parents, c'est beaucoup, et je vous compte pas les frères et sœurs, parce qu'il y a aussi des frères et sœurs TDAH, et pour eux, c'est important. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, on précise, je vais vous préciser pourquoi, c'est un trouble du neurodéveloppement. Ça va associer trois choses, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité dans la forme la plus courante. Voilà. Il y a 2 fois plus de garçons que de filles. Pour une fois, on a la majorité. C'est plus le cas aujourd'hui, il n'y a pas la parité. Il y a plus de garçons que de filles, quoique les filles, parfois, c'est un peu caché. Donc, on se fait piéger. Trois catégories, léger, modéré, sévère. Et ben, surtout, ceux-là, ils sont pas forcément repérés, c'est les hyper curieux, c'est vraiment les enfants un peu dispersés, mais souvent, ils s'en sortent pas trop mal. Les modérés, les sévères, on va les repérer. Ça affecte la scolarité, les loisirs, les relations intrafamiliales, et on va donc, et puis surtout, ça va avoir une évolution assez importante. Qu'est-ce que c'est? C'est un problème de contrôle. Je vais le comprendre comme ça. Les informations, elles ne sont pas traitées. Le TDA, c'est ça. On n'arrive pas à tout traiter les informations, il y a embouteillage. Vraiment, on n'arrive pas à tout traiter, il y a trop d'informations qui arrivent de l'extérieur et de l'intérieur. C'est vraiment un problème de lenteur. Faut comprendre ça. C'est une défaillance, et c'est les enfants qui ont un trouble de l'attention, ils sont souvent plus lents que les autres. La caractéristique, c'est la lenteur, c'est pas la vitesse. On est souvent, on se dit, ouais, mais un enfant hyperactif, il bouge. Ouais. Pourquoi il bouge? Pourquoi il bouge? Pourquoi il bouge? Quelqu'un qui est lié? Oui. Pour combler, alors pas tout à fait. Ça, c'est plutôt les anxieux qui bougent pour combler. Ah bon, là, je vais bouger. Un enfant hyperactif, il bouge pourquoi? Ouais, ça va dans tous les sens. Parce qu'il n'arrive pas à freiner, en fait. Il est trop lent pour freiner. Il bouge parce qu'il a une idée, mais il n'arrive pas à se dire, non, non, mais ça, je ferai ça après. Il n'arrive pas à se mettre les freins. C'est un problème de freinage. Ils n'arrivent pas à freiner, donc un enfant qui a une idée, je vais aller voir ce bout. Ah non, non, je vais m'intéresser à vous. Voilà. Il n'arrive pas à freiner, il est tout le temps. Il a des idées, mais comme tout le monde, on a des idées, on est intéressé par plein de choses, sauf que lui, il n'a pas les freins. Donc un enfant petit surtout, ils vont beaucoup bouger, ils vont beaucoup s'agiter, ils vont beaucoup aller voir, parce qu'ils n'arrivent pas à freiner leurs pensées, leurs idées. C'est un problème de lenteur. C'est ça qui est. Ah, ils ne réfléchissent pas plus vite, non, ils réfléchissent, ils sont plus lents au niveau de la réflexion. Ils ont beaucoup, faut différencier, parce que vous avez les idées communs, on produit en permanence plein de pensées. Là, vous avez 20 000 pensées actuellement. Et effectivement, aujourd'hui, vous êtes plutôt, pour l'instant en tout cas, vous arrivez à vous contrôler et à dire non, il vaut mieux que je reste à la réunion plutôt que d'aller voir dehors, si je peux aller faire du vélo. Parce que vous arrivez, vous dites, tiens, c'est plus intéressant de rester que d'aller faire du vélo, je fais du vélo demain. Voilà. Vous arrivez à faire ça. L'enfant hyperactif, il se dira, qui a un trouble de l'attention, il va dire, non, non, le vélo, c'est plus intéressant, je suis assis, ça fait mal aux fesses, ça fait déjà 5 minutes que ça dure, non, je m'en vais. Il part. Il n'arrive pas à pouvoir discuter. Il réfléchit lentement. Enfin, il réfléchit lentement pas partout, hein. Là, il va réfléchir vite. Mais là, par contre, devant, là, la zone qui est chargée du contrôle, c'est la zone chargée du contrôle où il réfléchit plus lentement. Alors, c'est très compliqué, hein. Voilà. Je vais pas détailler parce que c'est très compliqué, en pleine étude encore, avec plein d'hypothèses encore sur pourquoi ça fonctionne pas très bien au niveau de l'organisation. Il y a des gens dont c'est la spécialité qui étudient les rats, les souris, et tout ce que vous voulez pour comprendre pourquoi ça marche pas et où exactement ça marche pas. Il y a des boucles dans tous les sens. Globalement, c'est pour comprendre le simple fait que c'est plutôt leur oui. Dans le cadre du TDA sans hyperactivité, il y a quand même ce système de lenteur. Dans le cadre du TDA sans hyperactivité, donc on a une forme impulsive et inattentive. C'est pareil.
Simplement, vous n'arrivez pas à réfléchir dans les pensées qui sont dans la tête. Vous êtes emporté par tout ce qui vous attire. Il y a une lenteur de contrôle. Il y a une lenteur de contrôle des problèmes sensoriels, par exemple. Prendre le vidéoprojecteur comme ça, je vais être gêné. Là, théoriquement, j'ai une accommodation, mon cerveau accommode et gère le fait que je peux vous voir tout en ayant la lumière dans les yeux. Parce que j'ai une partie du cerveau qui dit, c'est automatique, hein, on réfléchit même pas, et qui automatiquement va faire une adaptation au niveau de mon iris, etc. Et puis même de la capture visuelle qui fait que je vous vois même si j'ai le projecteur dans les yeux. Alors que si vous avez un problème de contrôle, mais vous allez prendre la lumière dans les yeux, par exemple, hein, et vous n'allez pas pouvoir adapter par rapport au reste. Donc, vous avez un défaut de filtrage. Je vais prendre tout le filtrage, je ne vais pas pouvoir filtrer, et donc je peux pas être avec vous parce que je suis pris par la sensation visuelle. On va retrouver les mêmes choses chez, par exemple, chez les TSA, c'est très important. Ce défaut de filtration est très important. C'est ce qu'on appelle l'hypersensorialité. En fait, c'est souvent ce défaut de filtrage. C'est un dysfonctionnement. Alors, c'est compliqué à dire. D'abord, les gens ne l'expriment pas bien. C'est-à-dire qu'un enfant, il va pas dire qu'il est hypersensoriel, qu'il sent les odeurs plus que les autres, ou qu'il est gêné par le bruit. Il le dira quand il va avoir accès au langage. Donc, à la naissance, peut-être, ils ont effectivement cette difficulté. Les enfants qui pleurent parce qu'ils sont un nourrisson qui va pleurer, peut-être qu'effectivement, il est en hypersensorialité, il a mal, ça le dérange, mais il peut pas s'exprimer, il va pleurer. Alors, c'est difficile de répondre à votre question. Est-ce que ces troubles existent dès la naissance? Probablement que oui. Mais tous les enfants au départ sont un peu comme ça, hein. C'est-à-dire que n'oubliez pas qu'on est dans le neurodéveloppement. Donc un bébé va être plus sensible aux odeurs. Il perd un peu après ses compétences, hein. C'est-à-dire qu'il filtre davantage. Donc ça s'améliore théoriquement avec l'âge. Mais dès la naissance, on ne sait pas. Euh, Probablement oui. Hein, on sait que cette sensorialité est plus importante, puis après notre cerveau pousse, il s'agrandit, puis il fait du tri. Voilà. Je schématise un peu hein, le truc. Hein. Les experts en neurosciences pourraient être plus précis que moi. Oui. Il y a une forte irritabilité génétique. Notre cerveau est construit suivant des plans qui sont déterminés génétiquement par l'ADN de nos parents. Et nos enfants, c'est pas pareil. Donc, il y a une forte irritabilité génétique de la majorité des troubles des TMD. Il y a une forte, voilà, c'est construit comme ça. C'est des dysfonctionnements, enfin, en tout cas, les caractéristiques se transmettent. Donc, effectivement, c'est génétique, la plupart du temps. Donc, voilà, si c'est pour répondre à votre question, oui. On va en parler après, mais effectivement, le caractère héritable est prouvé. Effectivement, après, on peut avoir aussi un trouble de l'attention pour d'autres raisons. Si vous avez, par exemple, une hémorragie cérébrale chez un nourrisson, les parents n'ont pas de problème de construction de leur cerveau dans leur ADN de départ, hein, dans leur plan de départ. Mais par contre, si vous avez eu une atteinte par une infection bactérienne ou par un accident vasculaire ou par un choc ou un bébé secoué ou un traumatisme crânien qui va toucher les zones qui sont chargées de l'organisation, eh bien, on aura des troubles de l'attention ou des troubles qui seront acquis. C'est comme quand vous avez les gens qui font un traumatisme crânien, par exemple. Ils vont avoir un accident, ils vont taper fort sur leur cerveau. Eh bien, on sait qu'il y a des difficultés attentionnelles. C'est pas tout à fait les mêmes que l'on va avoir chez les TND, mais ils vont avoir des choses qui y ressemblent. Des gens qui ont un traumatisme crânien qui n'arrivent plus à être attentifs. Ou des gens qui ont eu un Covid, par exemple. On sait qu'il y a des Covid longs, ils ont des altérations, c'est pas très bien ici. Ben, ils vont avoir des problèmes d'attention, ils vont avoir des problèmes de mémorisation, ils vont avoir des problèmes de comportement, de contrôle du comportement, et parfois de sensorialité. Donc, est-ce qu'il est dans les chimiothérapies, après une chimiothérapie, donc un traitement lourd qui toucherait l'organisme, puisque une chimiothérapie, c'est quand même des produits qui vont tuer des cellules, bon, les cellules cancéreuses a priori, mais qui vont pas forcément être sympas pour les autres cellules. Est-ce que ça peut altérer des cellules cérébrales, notamment du cortex préfrontal? Je parle de cortex préfrontal, là. Il va être chargé de l'organisation, du contrôle. Probablement, peut-être. Oui, on peut imaginer. Là, c'est un peu multifactoriel. Peut-être. Là, j'ai pas la réponse précise. Oui. Alors, on sait très bien que là, c'est plus documenté. On a deux cas très précis. On a l'alcoolisme fœtal. La consommation d'alcool pendant la grossesse va aboutir à des retards
de développement et de neurodéveloppement. Et on a des enfants qui ont des troubles 10 ou qui ont des troubles de l'attention suite à la consommation d'alcool chez la mère pendant la grossesse. Autre cas, très à la mode actuellement, la dépakine. Les grossesses sous dépakine. On sait qu'il y a des mamans qui étaient épileptiques, qui ont pris un médicament qui s'appelle la dépakine, qui est un acide valproïque, qui était très efficace sur l'épilepsie, mais on sait que chez ces enfants-là, enfin suite à des mères qui ont eu ces grossesses sous dépakine, il y a plus de troubles du neurodéveloppement, et on sait, présuppose en tout cas, que les altérations se situent plutôt dans le cortex préfrontal. Donc l'exposition, alors, les autres substances, il y en a plus, hein. Il y en a d'autres. On ne les connaît pas toutes, mais on peut imaginer, je sais pas moi, les pesticides, ce que vous voulez. On peut imaginer que une exposition à des substances, en tout cas, puisse favoriser des troubles de neurodéveloppement chez l'enfant. Parce qu'il y a de la génétique, comme disait madame tout à l'heure, il y a 75% de génétique. Oui, ça c'est vrai, il y a une forte irritabilité. Et puis après, il y a l'épigénétique. C'est-à-dire ce qu'on traverse et comment nos gènes vont être modifiés par ce qu'on rencontre dans l'environnement. C'est pour ça que c'est compliqué. On n'a pas l'hypothèse, hein, il n'y a pas quelque chose qui dit, voilà, c'est ça qui cause le trouble de l'attention. Par contre, on sait que l'origine n'est pas connue en quelque sorte, mais on sait quels sont les facteurs de risque. Et l'exposition à certaines substances, donc je vous ai dit l'alcool c'est sûr, la dépakine c'est sûr, après les grossesses à risque, les grands prématurés par exemple, les grands prémas, on sait qu'ils ont beaucoup plus de risques d'avoir des troubles des apprentissages scolaires, et éventuellement des troubles de l'attention associés. Ça, c'est possible. Ça, on le sait déjà. Ça a été vraiment documenté. On ne sait pas très bien là. Quand on fait moi je fais faire souvent quand j'ai des doutes sur des absences, il y a souvent des enfants qui présentent des absences. Là, je vais vous faire une absence. D'accord? Ça ne se voit pas forcément, mais quand on apprend aux parents à le repérer, eh bien, quand on fait des électroencéphalogrammes sur ces enfants-là, on voit que parfois on trouve des foyers, ça peut arriver, ou parfois rien du tout, des trucs un peu bizarres, et ça peut donner lieu à des traitements médicamenteux ou à des régimes particuliers sur le plan alimentaire. Là, c'est pas ma spécialité, hein, la neurophysiologie, mais en tout cas, il y a les neuropédiatres en parleraient bien mieux que moi, mais effectivement, ça peut donner derrière des troubles associés. Parce que quand vous avez des absences toute la journée, c'est un peu comme si on était mis, on allumait l'ordinateur là. Hein. Et toutes les 5 minutes, je pense que le PowerPoint il passerait moins bien. Hein. Donc, vous seriez plus gêné. Donc, effectivement, c'est pas très bon pour l'attention. Et dans les diagnostics différentiels de troubles de l'attention, il y a ces absences. C'est pas que votre gamin il écoute pas, c'est qu'il fait dans la journée, il fait 50 absences. Donc en cours, ouais, mais elle écoute pas la petite Mélanie. Ben non, elle est ailleurs, quoi. Donc là, il faut savoir, c'est là où on va voir dans le diagnostic l'importance du médecin dans le diagnostic, c'est qu'il va falloir, parce que les troubles de l'attention, vous allez voir, c'est assez facile à repérer, mais c'est tout ce qui est à côté qui va être difficile. Et ça en fait partie. Repérer les absences, c'est important. Donc un état de mal épileptique, ça se voit, on passe pas à côté en général, hein, ça se voit très vite. Est-ce que ça peut être un facteur de risque? Pas toujours. On peut faire de l'épilepsie avoir des enfants qui ont un foyer épileptique isolé, qui font leur crise d'épilepsie, qui prennent leurs médicaments et qui n'ont pas forcément ni de troubles d'apprentissage et qui s'en sortent bien, tout à fait bien dans la vie, hein, sans avoir de difficultés de TND. Mais effectivement, on peut avoir des troubles aussi associés. Il faut savoir les chercher en tout cas. Alors, est-ce qu'un état dépressif de la mère pendant la grossesse, donc pas postpartum, hein, pas après l'accouchement, mais pendant la grossesse, peut-il entraîner des altérations au niveau du développement du cerveau? Ben non, c'est un terrain où on a du mal encore à se positionner. Probablement, il y a un impact. On sait que c'est très compliqué la grossesse avec beaucoup d'échanges entre la mère et l'enfant. Probablement, ça doit jouer, peut-être. Mais il y a rien c'est pas documenté. On peut pas dire une mère dépressive pendant la grossesse va donner des TND. Voilà. On sait que ça peut, probablement, on se doute que ça peut avoir un impact sur les développements cérébraux, mais pas forcément. Donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien direct. Maintenant, il est important de savoir pourquoi la maman elle fait une dépression pendant la grossesse et de l'accompagner parce qu'on sait que c'est des facteurs de risque après, de difficultés de relation mère-enfant,
Et ça, on sait que ça a un impact important dans le neurodéveloppement, dans le développement tout court d'ailleurs de l'enfant, et dans son neurodéveloppement aussi, de cet échange entre la mère et l'enfant. Donc pendant la grossesse, il y avait un peu de joker, c'est pas ma spécialité non plus, mais on peut pas répondre directement à cette question. L'alcoolisme fœtal, oui, on sait que là, à tous les coups, on gagne. Hein. La dépression pendant la grossesse, on sait qu'on peut y avoir, mais c'est tellement multifactoriel. Ça dépend pourquoi la maman fait une dépression. Voilà, quels sont les facteurs? Est-ce qu'elle prend un médicament ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux faire une grossesse avec des médicaments plutôt que de faire une grossesse avec une grosse dépression? Alors là, voilà. Joker. Hein, voilà. Je vais pas me positionner là-dessus. On sait que l'anxiété, les troubles anxieux, c'est un peu, il y a une héritabilité aussi. Hein, c'est un peu, et alors là, c'est poulet et œuf. C'est un peu comme le TDAH. C'est-à-dire qu'il y a des gènes dans l'anxiété. Tout le monde n'est pas anxieux pareil, il y a les familles d'anxieux. Voilà. Donc effectivement, il va y avoir probablement l'anxiété pendant la grossesse. Ça veut dire que maman, elle a peur, elle gère pas sa peur, elle a un problème de contrôle de sa peur pendant la grossesse. C'est génétique. Donc on peut imaginer que l'enfant aussi peut avoir de l'anxiété derrière. Est-ce que oui. Un contexte anxiogène une anxiété. C'est pas la même chose. Un contexte anxiogène, une maman qui est en insécurité parce qu'elle va avoir des menaces, parce qu'elle est dans un contexte environnemental qui est dangereux pour elle, ou parce qu'elle a le père de l'enfant qui est à côté, on peut imaginer toutes les situations. Est-ce que ça peut avoir un impact? En tout cas, ça se sent l'enfant. Là aussi, je suis pas un spécialiste au niveau du développement de la grossesse, etc. Mais effectivement, probablement, il y a un lien direct. On peut pas l'exclure en tout cas. Voilà. Une grossesse mise dans des mauvaises conditions. Globalement, quand vous passez une grossesse dans de pas bonnes conditions, on peut imaginer que l'enfant, au niveau 5, que son développement de la grossesse, hein, la croissance de l'enfant, il peut y avoir un retard, ce qu'on appelle des retards de croissance intra-utérin. Simplement, elle mange moins bien, elle se nourrit moins bien, peut pas être bien, elle peut consommer des médicaments, des drogues, ce qu'elle veut, et puis effectivement, ça peut avoir un impact sur l'enfant. Mais c'est tellement multifactoriel que c'est difficile de répondre objectivement à cette question. Il peut y avoir une grossesse avec une maman très anxieuse dans des très mauvaises conditions et un enfant qui n'a aucun problème. Voilà. Là, dans ce que j'ai vu passer au niveau des recommandations, bon après j'ai pas tout vu passer, hein, voilà, donc, faut savoir, mais en tout cas il y a rien qui a été validé en ce sens, parce qu'il y a des choses qui sont, il peut y avoir une étude qui a montré que, et dans les recommandations dont je vous ai parlé de la chaise, c'est pas une étude, on étudie des centaines d'études. Et donc, on regarde parce qu'il y a des études qui peuvent avoir des biais. Et donc, il faut se méfier d'une étude qui a été faite au Québec, au Canada, en Australie, qui a montré que. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Non. Actuellement, il n'y a pas de lien direct entre l'alimentation, le type d'alimentation, ça a été évoqué, sur les alimentations hyper sucrées, sur le problème de carence en fer, etc. Tout ça, pour l'instant, il y a rien de validé, rien n'a été montré en termes réels. Maintenant, on peut avoir des troubles associés au niveau digestif ou au niveau du microbiote avec ou des intolérances par exemple au gluten, un trouble de l'absorption au niveau intestinal, et avec des troubles du neurodéveloppement. Alors est-ce que c'est pas forcément lié, mais en tout cas il y a les deux en même temps. Donc est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pour l'instant on ne sait pas. Il y a encore des domaines où il y a pour le moment une influence de l'environnement. On parlait de pesticides, tout ce qui nous entoure là, au niveau, est-ce que ça a un lien, est-ce que ça peut impacter? Peut-être. Là, c'est les recommandations 2034 ou 2044 qui vous diront. Pour l'instant, voilà, faut rien s'écarter, mais pour l'instant, il y a pas de validation. Pour l'instant, il y a des choses qui sont pas forcément validées, donc déjà tout ce qui est validé, je vais exposer, et après on verra sur tout ce qui est pas validé, parce que sinon, là, on va y passer la journée. Comme je te disais, Susanna, c'était effectivement qu'il n'y avait pas un lien directement, on n'était pas autiste parce qu'on avait un trouble de l'absorption intestinale. En tout cas, ça n'a pas été prouvé, ni parce qu'on avait pris des médicaments. Mais effectivement, l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un trouble du spectre autistique. Ça veut dire que le cerveau n'est pas très bien construit. Ce que vous disiez, il y a des neurones aussi dans l'intestin et on peut se dire, bah, tiens, il y a des altérations un peu partout. Et peut-être au niveau aussi de l'altération digestive. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps aller vérifier s'il n'y a pas une intolérance au gluten, et on verra que dans tous les TND, il faut aussi avoir un œil et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose? On parlait d'absence tout à l'heure, mais on peut aussi aller chercher une intolérance au gluten, voir d'autres dysfonctionnements métaboliques, parce que des fois, il peut y en avoir. Hein.
peut y avoir dans tous les sens. C'est effectivement compliqué. Quant à l'alimentation séquence, ce que vous décriviez, c'est-à-dire que l'enfant avec un TSA va avoir une sélectivité alimentaire, ne va pas s'habituer à certains aliments. Effectivement, en fait, notre flore intestinale va bouger en fonction de ce elle évolue en tout cas. Et peut-être qu'effectivement, on peut y avoir un lien avec tout ça. Mais là, c'est pas ma spécialité. Problème de tour de contrôle. Hein, c'est vraiment ça. Un enfant qui a. Moi, j'essaie de donner souvent cette image. J'aime bien donner l'image aux parents pour que je leur donne des images, même aux enfants. Hein, je leur dis voilà, ton problème, c'est que tu as le moteur, mais t'as pas les freins. Les gamins, il faut qu'ils comprennent aussi. Hein. La psychoéducation, c'est pas que pour les parents, c'est aussi pour les gamins. Et il faut recommencer tous les ans en expliquant de manière un peu différente, parce que vous expliquez pas à un gamin qui a 6 ans comme un ado qui en a 15. Hein. C'est pas tout à fait la même personne que vous avez en face de vous. Donc il faut trouver à chaque fois, on essaie d'être très inventif quand on est médecin de TND pour trouver des moyens de leur faire comprendre le truc. Donc, tour de contrôle, j'aime bien, c'est vous avez le trafic, l'aéroport augmente, et la tour de contrôle, elle ne monte pas. Donc effectivement, il y a un peu embouteillage et il y a beaucoup d'informations qui arrivent. Et c'est un petit peu le problème et ça va créer. Vous imaginez, vous êtes dans un grand aéroport au niveau de la tour de contrôle et ça va générer quoi? Pour un enfant qui a trop d'informations, qu'est-ce qu'il va ressentir? Stress, ouais, tout à fait. Hein, on va avoir effectivement cette émotion qui va monter, on va avoir peur. Et on va voir qu'il y a des troubles, effectivement, qui vont arriver avec l'âge, notamment la peur. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? D'abord, il va avoir peur, puis après, il va se dire, mais pourquoi je suis comme ça, moi? Et là, il va être quoi quand il va voir qu'il est incompétent? Il va être comment? Manque de confiance? Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas la peur qui arrive, c'est la tristesse. Et parfois, ça peut aussi le mettre en colère. Voilà. Donc, effectivement, vous allez voir que ça va être le gros bazar derrière. Il va falloir essayer de, essayer de comprendre. Défaut de filtrage, j'essaie aussi de l'expliquer avec une passoire. C'est une grosse passoire avec des gros trous. Voilà. Il y a tout qui passe. Ça, c'est pour l'hypersensorialité ou la dysrégulation émotionnelle. Tout est un peu mélangé à ce niveau-là. Ça, c'est un schéma qu'on a fait sur la psychoéducation avec le groupe de travail pour expliquer un petit peu. Vous allez retrouver, il y a une fiche qu'on a éditée sur la psychoéducation qui sont disponibles. On l'a mis en lien aussi sur le site de la HRS. C'est le groupe de travail qui continue à travailler dedans pour expliquer un petit peu les critères du TDAH. On a des facteurs génétiques, vous le disiez là, sont très importants. Hein, on a 75% une très forte héritabilité. Hein. Enfin, on est construit sur le modèle avec l'ADN de nos parents quand on a eu des expositions. Et on va avoir des facteurs environnementaux aussi qui vont arriver. Je vous disais tout à l'heure, la prématurité, les retards de croissance, l'exposition aux toxiques, les lésions cérébrales, que ça soit sur de l'épilepsie ou sur autre chose, hein, c'est-à-dire une tumeur cérébrale, une altération vasculaire, les enfants qu'on appelle les IMC, les paralysies cérébrales avec des symptômes vasculaires, ça peut jouer également. Donc, il va y avoir un problème et ça va donner effectivement au niveau des aires préfrontales. Alors, on sait que c'est les préfrontales. Alors, les détails, on verra avec Stanislas Dehaene et les champions des neurosciences, là, on va avoir des détails sur les réseaux. Je ne fais pas les détails sur les réseaux. C'est sûr que ça bougera dans les années qui viennent. Donc, on va avoir plus de 70% d'héritabilité. Voilà. Puis on a des facteurs environnementaux. Et on va avoir également après des facteurs environnementaux qui vont jouer au niveau de l'éducation, un peu comme sur les problématiques du trouble du comportement tyrannique, hein, du comportement tyrannique. Sans retentissement, ça c'est tout ce que je vous présente, c'est les recommandations. Hein. Donc un retentissement important, on va avoir scolaire et professionnel. On va voir d'abord scolaire, ensuite professionnel, ça va être de plus en plus important. Pour les apprentissages, parce qu'on sait que les troubles de l'attention, ça va avoir un très fort impact sur les capacités pour apprendre. Alors des fois, ils compensent. Les enfants vont compenser jusqu'en sixième, jusqu'en quatrième. Mais après, quand la pression scolaire augmente, ils n'y arrivent plus. Souvent, ils compensent par l'intelligence, mais ça dure pas. Et alors le plafond de verre, il arrive souvent, soit on l'a très tôt, mais là, bon, dès le CE2, à 8-9 ans, là, on sent que déjà, il y a un gros problème. Parfois, c'est en sixième où la pression augmente vraiment beaucoup. Les enfants qui peuvent avoir beaucoup de potentiel et puis qui n'arrivent pas. Après, on a les classes de quatrième. Alors là, c'est le mur, en général. La quatrième, c'est vraiment un mur où, quand il y a un problème de compensation par l'intelligence, c'est là où ça apparaît le plus souvent. La majorité des problèmes qui vont arriver d'échecs scolaires ou de décrochage scolaire, c'est la quatrième.
mais pour des raisons neurodéveloppementales. Hein. Ça va avoir des conséquences également. Retentissement psychiatrique, on va avoir plus de troubles psychiatriques. Et après, on va voir qu'il y a des conséquences notamment sur l'addiction, hein, parce qu'il va y avoir consommation de substances, parce que dans le TDAH, on a une difficulté par rapport à la frustration. Et donc, il y a une curiosité. Je n'arrive pas à résister. En plus, je suis plus tenté. Donc, deux causes qui vont, et puis, et puis j'aime ça. Prendre de risques en même temps. L'adrénaline me donne la dopamine. J'adore ça. Donc, il y a plus de risques à ce moment-là. Et ça va donner après, plus tard, des problèmes psychiatriques. Les risques sociaux, au niveau des accidents, on fait il y a plus d'accidents sociaux, hein, les comportements à risque, quand vous n'avez pas de frein et quand vous avez une voiture, quand vous n'avez pas de frein dans votre cerveau quand vous prenez le volant, ça va devenir compliqué. Problèmes sexuels, il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles. Il y a des grossesses précoces également. Voilà, on a souvent ces cas-là qu'on voit arriver à 19, 20, 30 ans, très fréquemment sur des TDA qui n'ont pas été dépistés. On sait qu'il y a plus de suicides chez les TDA. Le taux de suicide est plus important, surtout pour ceux qui n'ont pas été pris en charge. Effectivement, ils peuvent arriver à un échec social vers 24, 25 ans, 30 ans, ou plus tard. Et effectivement, il y a des risques suicidaires plus importants.